Tant de films me venaient en tête pour ce film. Ici, Toc... Ah merde. Hello and welcome to Primetime Beach. Aujourd'hui, on part sur un tout nouveau thème proposé par Alkaline, le monde du spectacle. Tant de films me venaient en tête pour ce thème, de Santa Sangre à Freaks Out, mais j'ai finalement décidé de partir sur 2 longs métrages italiens chers à mon cœur, qui vous raviront aussi, j'en suis sûre. Le premier film au programme du jour est un slasher italien sorti en 87. D'ailleurs, les 2 films au programme de ce 29e jour sont sortis la même année. Il s'agit de Bloody Bird, réalisé par Michele Soavi. Bloody Bird sort alors que le slasher n'est plus depuis quelques années. Et si l'Italie a su inspirer le genre avec une production incroyable de gialli, elle est sacrément à la ramasse en ce qui concerne le slasher. La fin des années 80 marque alors celle des slashers, mais aussi celle des gialli. Et bientôt, les seuls gialli produits seront plus des objets hybrides à la rencontre entre les deux genres qu'autre chose. J'avoue que c'est un phénomène que je trouve assez fascinant. Voir à quel point ce genre italien a façonné le slasher pour finalement s'en nourrir, dans un cercle de renouveau sans fin. C'est d'ailleurs l'angle que j'ai choisi d'aborder à travers les 2 films d'aujourd'hui. Mais revenons-en à Bloody Bird. Ici, Soavi signe son premier long métrage. Cependant, s'il s'agit de son premier long, il n'est pas novice dans la réalisation, car il a déjà participé à de nombreux projets et c'est aussi le petit protégé de Dario Argento. Bloody Bird prend place lors des répétitions de The Nighthawk. Une comédie musicale mettant en scène un tueur portant un masque de hibou. À la manière du slasher Curtains, il choisit lui aussi d'illustrer son action au cœur d'une répétition. Cette troupe n'a de cesse que de répéter car il ne lui reste plus qu'une semaine avant la grande représentation. Ainsi, lorsque l'un d'entre eux sera tué par un fou psychopathe, notre troupe décidera de continuer à jouer car show must go on. Cependant, le tueur est toujours parmi eux, il se cache au sein de la troupe et ils vont vite en faire les frais. Et si Bloody Bird est considéré comme un slasher, il n'est ni plus ni moins qu'un long métrage à la frontière entre les deux genres. S'il ne fait aucun doute que l'intrigue tient du slasher et que le long a une vibe très américaine, le soin et l'esthétisme donné à la mise en scène par Soavi tirent quant à lui du giallo. Soavi réussit à magnifier les décors et donne un soin tout particulier à l'architecture qui se resserre sur nos protagonistes. Il nous donne aussi un aperçu de tout son talent, concernant la colorimétrie, mais aussi son don pour créer des ambiances poétiques proches du Technicolor, et des anciennes comédies musicales telles que Chantons sous la pluie. Nos protagonistes arpentent les décors d'une pièce qu'ils connaissent désormais par cœur, mais cette fois-ci il s'agira de survivre face à un tueur qui arbore le costume du grand méchant de The Nighthawk. Tout comme Si Femme pour l'assassin le fera avant lui, Bloody Bird utilise l'espace comme un personnage à part entière, et se joue de ce décor qui est plus un accessoire pour lui. Un décor qui rendra son dernier souffle, tandis que le tueur disposera les cadavres de ses victimes sur scène afin de jouer un final grandiose. En digne boogeyman, notre hibou prend soin de disposer ses victimes et de les mettre en scène, tout comme Angela pouvait le faire dans les suites de Sleepaway Camp, ou encore Ginny dans Happy Birthday to Me. Et à la manière du opéra de Dario Argento, notre Final Girl sera quelque peu forcée d'être le témoin muet de ce spectacle morbide, tandis qu'elle tentera de sauver sa vie. Enfin, on pourra entrevoir les prémices de longs métrages tels que Popcorn dans ce Bloody Bird, où le spectacle et le bain de sang ne font qu'un, dans un déchaînement de poésie lugubre. Et malgré un rythme qui se cherche parfois et quelques ventres mous, Bloody Bird montre que Soavi a déjà un goût prononcé pour la poésie, une magie qu'il excellera à mettre en scène dans son chef-d'œuvre Dès la mort, dès la mort. Pour finir, mention spéciale pour cette BO incroyable qui magnifie le film de Soavi. Le long métrage n'est malheureusement pas sorti en Blu-ray en France pour le moment. Et pour clôturer cette thématique, j'ai choisi de parler d'un long métrage sorti la même année que Bloody Bird, le opéra de Dario Argento sur lequel Soavi a par ailleurs travaillé comme assistant. Bon, sur cette chaîne, c'est loin d'être un secret. J'aime énormément le travail de Dario Argento, et plus particulièrement sa période ésotérique avec les Trois Mers. J'ai d'ailleurs consacré une série de vidéos au sujet tant il me passionne. À la fin des années 80, Dario Argento entame la fin de son âge d'or, et il signera avec Opéra son dernier grand film. Alors que le gialli s'est éteint, Argento lui rend hommage dans un spectacle magnifique. Opéra est en effet l'œuvre la plus aboutie du réalisateur, qui illustre ici tout le savoir-faire qu'il a acquis au cours de ces dernières années. Il marque l'aboutissement de son art. Ici, tout comme Bloody Bird, Opéra oscille entre les deux genres. Il ne reprend pas le schéma classique des gialli de Dario Argento, à savoir un étranger qui est témoin d'un meurtre dont il ne perçoit pas tout de suite le sens. Ce trope connaîtra quelques variantes, mais dans tous les cas de figure, le ou la protagoniste sera impliqué dans l'enquête, un peu malgré lui, car c'est un témoin qui dérange. Ici, Opéra se détache de ce trope. De plus, le long est exempt de nudité
et d'érotisme, contrairement à la grande majorité des films du genre. Cette absence de sexe et de toute forme d'érotisation des corps imprègne l'ambiance du long métrage. Opéra est un film très froid marqué par le sida qui fait rage dans les années 80. Ainsi, comme l'évoque Argento, les personnages n'ont pas de véritable relation. Ils se croisent, cohabitent, mais ne nouent jamais vraiment de lien intime. Le seul véritable lien illustré dans Opéra, c'est cette relation malsaine et mystérieuse entre le tueur et Betty. Ici, à la manière d'un slasher, Opéra s'articule autour d'un événement marquant survenu dans le passé de Betty. Et c'est ça qui la lie avec le tueur. Et c'est pour cette raison qu'elle est toujours au cœur des meurtres. Opéra évolue d'après le modèle du whodunit. Nous ne connaissons pas l'identité du tueur, seulement sa voix, et l'une de ses victimes le semble avoir découvert son visage avant sa mort, et le reconnaître dans un plan que nous retrouverons quelques années plus tard dans Scream. Cette séquence est ici présente pour nous notifier que le tueur est connu de ses victimes. Mais ce qui définit Opéra comme un slasher, c'est définitivement la figure de Betty qui s'illustre comme une final girl. Opéra suit une cantatrice, Betty, qui accepte de remplacer la cantatrice principale de l'opéra de Verdi, Lady Macbeth, malgré sa réputation d'opéra maudit. Et très vite, elle se retrouvera en proie à un mystérieux tueur. Dans le long métrage d'Argento, Betty devient la victime du tueur. Il tue son entourage et la force à assister au meurtre, si sadique soit-il. Le tout grâce à un procédé digne de Saw. Cependant, Betty est très différente des autres protagonistes de Dario Argento. À l'inverse de Suzy dans Suspiria ou Marcus dans Profondo Rosso, le personnage de Betty est passif, tandis que les autres personnages tentent d'élucider un mystère ou de découvrir l'identité du tueur. Ils ne restent pas figés face à leur destin. Or, Betty assiste toujours impuissante à ce qui se trame devant elle, et est constamment dans une position de fuite. Elle s'apparente ainsi plus à la figure de la final girl des années 80, une survivante qui subit les frasques du tueur, le combat tout en étant majoritairement dans la fuite. Ainsi, Opéra dépeint un passage initiatique pour Betty, d'une jeune femme passive et victime vers une femme forte qui combattra le tueur dans un final onirique. Si le long métrage souffre d'incohérences et d'un manque d'aboutissement concernant son tueur, ainsi que la relation qu'il entretient avec la final girl, il n'en est pas moins le film le plus abouti en termes de réalisation et d'effets spéciaux de la carrière de Dario Argento. Opéra est un chef-d'œuvre de virtuosité, de la scène d'ouverture jusqu'à la scène finale. Mais pas seulement, car comme pour bon nombre de ses films, Argento collabore avec Claudio Simonetti, du groupe Goblin. Et encore une fois, c'est l'ensemble sonore et visuel qui forme l'univers d'Argento, rendant le travail de Goblin et d'Argento presque indissociable. Enfin, si Opéra se distingue par ses effets spéciaux et sa photographie hors pair, il perd considérablement en qualité par son scénario bancal, et il se noie malheureusement dans des idées qui n'apportent pas grand-chose à l'intrigue. Certains passages semblent même s'ajouter sans trop savoir pourquoi, sans former un ensemble cohérent. La figure emblématique du tueur ne tient pas non plus la route, tout comme la relation qu'il entretient avec Betty. De plus, le final onirique d'Opéra faisant référence à Phénoména tombe quelque peu comme un cheveu sur la soupe. Cependant, la beauté du film fait qu'on pardonne presque sans condition ses faiblesses. Opéra s'est totalement planté lors de sa sortie. Un plantage qui s'explique par le manque d'édition correcte du long métrage. Les DVD et les VHS au montage lunaire ne rendent pas justice au film d'Argento. Cependant, il y a quelques années, le film est sorti en Blu-ray chez Le Chat qui fume et il comprend pas moins d'une douzaine de bonus, alors foncez. La BO est elle aussi sortie en vinyle dans une édition blanche assez simple, mais franchement, ça vaut le coup. Flowers, leaves, insects, the rain. Enfin, il est temps de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est Sweetberry qui va nous proposer sa carte blanche. Et le thème de la vidéo, ce sera... Monde du spectacle. Ça tombe bien, il n'y a qu'un seul papier dedans. Pour ce thème du monde du spectacle, je vais vous parler d'un film récent, de l'adaptation originale, mais aussi du classique dans son genre. Je vais donc vous parler de Nightmare, sorti en 2022, du Charlatan, sorti en 47, mais aussi de Freaks, sorti en 32. Nightmare Alley, sorti en 2022, est un film de Guillermo del Toro, que vous connaissez sûrement pour Le Labyrinthe de Pan ou les 2 premiers Hellboy. Del Toro est un très grand fan des mondes étranges, et tous ses films ont une patte. Si on reconnaît très vite un Tim Burton, on reconnaît assez vite un Guillermo del Toro, je trouve. Guillermo del Toro aime les ambiances et les teintes toujours un peu d'horreur. Que ce soit dans L'échine du diable, où un fantôme hante un orphelinat, Hellboy, qui se base sur de l'ésotérisme, ou encore le fameux Labyrinthe de Pan, avec son monstre emblématique. Le réalisateur aime les ambiances poisseuses, glauques et ambiguës. Il aime les monstres, il aime l'ésotérisme, il aime le mystère. Et pour donner du mystère, il utilise ses acteurs. Guillermo joue avec des gueules, notamment celle de Ron Perlman,
avec qui il aura tourné 6 fois sur 12 films à l'heure où j'écris ces lignes. Ces acteurs sont généralement très marqués pour qu'on ne sache pas s'ils se placent du côté de la vertu ou celle de la méchanceté. Car c'est aussi ça, Guillermo, l'ambiguïté, en tout cas du côté masculin. Chez les femmes, c'est plus clair, plus lumineux. Les femmes sont honnêtes, douces, un peu ingénues. Sauf quand le script s'y prête, comme avec celui de Nightmare Alley. Voilà, et bien tous ces éléments chers à la filmographie de notre réalisateur mexicain, on va les retrouver dans Nightmare Alley, adaptation du livre de William Lindsay Gresham. Stanton Carlisle est un homme au mystérieux et sombre passé, qui tombe sur un cirque par hasard. Il se fait embaucher à plusieurs postes, notamment celui d'un numéro de mentaliste. Pete, le faux télépathe, lui enseigne les ficelles du métier tout en le mettant en garde à ne pas dépasser un certain point dans sa pratique. Se croyant supérieur, Stan quitte le cirque avec Molly, une jeune femme de la troupe, pour faire fortune avec ce tour à New York. Mais le petit poisson va se frotter à beaucoup plus fort que lui. C'est une histoire avec plusieurs thèmes centraux. Le premier thème, que l'on voit émerger assez vite, est que rien n'est tout noir ou tout blanc. Il n'y a aucun homme vertueux. Mis à part Molly et Pete, qui semblent être intouchables, l'une par son côté ingénu et pur, l'autre qui, alcoolique, n'est plus que l'ombre de lui-même, mais garde quand même une certaine rigueur, aucun personnage n'est complètement bon ou néfaste. Même les plus écorchés peuvent être de redoutables fauves. Il y a un personnage qui ressort très vite du lot pour porter ce thème, c'est Clément Oateli, qui semble être le gérant du cirque. C'est un homme prêt à tout pour attirer le chaland avec des attractions douteuses. Il n'hésite pas à en rajouter et surtout à faire tomber de pauvres bougres dans son piège pour rendre le spectacle encore plus impressionnant. Ses méthodes sont dégueulasses et pourtant on comprend vite qu'il ne prend pas spécialement de plaisir. C'est juste par nécessité de faire tourner son cirque. La fin justifie les moyens, le personnage principal va se teinter de cette phrase pour le meilleur mais surtout pour le pire. Reprenant la lignée de Fricks dont nous parlerons, les forains sont dépeints comme unis et si l'on touche à l'un ou l'une d'entre elles, c'est tout le monde qui nous tombe sur le dos. Mais à la différence de Fricks, ici, le monde extérieur et le monde du cirque sont semblables. Aucun n'est meilleur que l'autre, les deux se révèlent à la fois immorales mais teintées du besoin de survie. Ce n'est pas parce que la deuxième partie se déroule dans un monde citadin, propre sur lui, qu'il est plus vertueux ou moral que celui des forains. Le décor ne fait pas le moine et la fin justifie les moyens, oui, encore une fois. Le deuxième thème porté par ce film est de connaître la limite, mais aussi la limite de son propre ego. Stan est un homme qui ne recule devant rien et surtout pas devant l'appât du gain. Il se jettera donc dans une affaire qu'il aurait dû abandonner tout de suite, mais il ne peut pas résister, se sentant supérieur grâce à ses facultés. Mais la vie saura lui mettre un grand coup de schlass dans les dents. Ne soyez pas trop sûr de vous. Avoir confiance, c'est bien, connaître ses limites, c'est mieux. Nightmare Alley est une histoire de descente aux enfers. Ce genre de film où l'on suit un protagoniste pas forcément charitable et que l'on doit suivre dans sa descente morale et physique. Ce sont souvent des films un peu angoissants car ils nous montrent tous les enchaînements, toutes les réactions en chaîne provoquées par l'ego. Ici, et dans Le Charlatan, il y a même une notion de destin immuable avec les scènes du tarot qui prédisent un avenir sombre. La grande force de Guillermo del Toro, c'est à la fois d'avoir un univers, mais aussi de savoir écrire des histoires. Nightmare Alley est une adaptation de livre, mais c'est aussi une sorte de remake du Charlatan sorti en 1947 d'Edmund Goulding. Et si souvent l'original dépasse la copie, ici les deux sont super. Les deux intrigues se suivent, mais diffèrent par plein de petits détails. Donc on n'a pas l'impression de voir le même film, juste la même base avec des modulations, comme une version alternative. Dans Le Charlatan, Stan est dépeint comme un peu moins néfaste et ambitieux. Il l'est, mais par exemple, un incident est montré comme un accident, alors que chez Guillermo, on penche plus vers le meurtre. Idem pour le coup du geek, la bête de foire, qui dans la version de 2022 est extrêmement violente, décrite pour bien nous faire comprendre quelles sont les méthodes des forains, alors qu'en 1947, on voit moins les conséquences, on comprend moins le sort de ce pauvre homme. Dans Le Charlatan toujours, Molly reste amoureuse du début à la fin et sauvera même Stan de la déchéance, faisant une boucle dans l'intrigue avec le sort de Pete. Chez Del Toro, Stan fera lui aussi une boucle, mais à partir du personnage du geek. Deux destinées différentes. L'une un peu plus optimiste que l'autre quand même. J'ai trouvé d'ailleurs que Guillermo avait énormément noirci le tableau. Sûrement que les mœurs de l'époque ne pouvaient pas aller plus loin que ça dans Le Charlatan, le film reste gentilhomme. Mais dans Le Charlatan, on obtient des éclaircissements sur les agissements de certains protagonistes, des informations qui ne nous sont pas dévoilées dans la version de 2022. C'est super quand on peut découvrir le même film via deux époques et deux récits qui changent assez
pour nous voir deux histoires un peu différentes. J'avais eu la même chose avec Judge Dredd de 95 avec Stallone et Dredd de 2012 qui se basent sur le même univers mais dont les intrigues varient tellement qu'on ne peut pas parler de remake ou de reboot, juste deux interprétations. Et s'il y a bien un film qui ne pourra pas être refait à mon humble avis, c'est bien Freaks de Todd Browning sorti en 1932. Je l'avais découvert grâce à Elsa de On se laisse la nuit avec qui j'avais fait une émission handicap et cinéma et c'était son film préféré, en tout cas celui qu'elle appréciait beaucoup, et je dois dire que je l'aime aussi beaucoup. Freaks nous raconte l'histoire d'une femme valide qui va épouser un des membres de la troupe d'un cirque ambulant par appât du gain. Sauf qu'elle ne sait pas qu'il ne faut pas s'attaquer à l'un ou l'une d'entre elles, sinon c'est tout le monde qui se vengera. Dans Freaks, que je vous invite fortement à découvrir si ce n'est pas déjà fait, et il ne dure qu'une heure, on nous montre l'esprit de cohésion des Freaks, les fameux monstres, qui ne sont juste que des personnes nées avec des corps différents, et elles sortent juste de la norme valide. Pour ce fait, elles sont souvent moquées, voire insultées, comme le montre la scène où les enfants du cirque jouent sans déranger personne, mais un valet va chercher son maître pour les faire fuir et ne dit que des horreurs à leur sujet. Mais heureusement, le maître est un peu plus ouvert d'esprit que son pote et les invite à rester. Ce film ne montre pas les valides contre les non-valides, mais bien différentes perceptions de la vie. C'est plutôt des êtres fermés et ambitieux contre des gens simples et ouverts. On le voit, la troupe est composée de quelques personnes valides qui vivent avec elles en parfaite entente. C'est d'ailleurs des moments assez doux, qui nous rappellent de ne pas juger et d'aller plus loin que les apparences. Au-delà des apparences, on découvre la gentillesse et l'humour de Schitzli, je sais pas prononcer, je suis désolée, Simon Metz, la classe et la beauté de Frida et Hans, les histoires amoureuses de Daisy et Violet, ou encore la dextérité de Prince Radiant et Frances O'Connor. Ce film permet une représentation forte des personnes que l'on juge non valides, mais qui le sont. Non valides car elles sortent de notre norme à nous les valides, et donc nous renions leurs normes à eux. Frida le dira d'ailleurs très justement, « Moi je te vois comme un homme, mais elle te voit comme une poupée. » To me, you're a man, but to her, you're only something to laugh at. The whole circus, they make fun by you and her. Guillermo del Toro emprunte son esthétique à Freaks, j'en suis persuadée. Mais dans un monde où la norme valide devient de plus en plus forte pour contrer les vagues progressistes qui sont en train de naître actuellement en parallèle, je suis obligée de constater que son film est pur valide. Espérons qu'un jour nous verrons beaucoup plus de films qui incluront des personnes avec des vécus différents, des corps différents, juste pour leur seul talent à l'écran. Merci beaucoup pour l'invitation à participer aux cartes blanches, c'était vraiment trop cool et ce thème m'a fait un peu peur au début, mais ça m'a permis de découvrir le charlatan que je ne connaissais pas. J'avais beaucoup aimé Nightmare Alley et j'aime beaucoup Freaks, donc ça me fait très plaisir d'en parler et peut-être de vous les faire découvrir. Tchuss! Merci beaucoup Sweetberry pour cette carte blanche. Je vous mets le lien vers sa chaîne en description. N'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir la chaîne, j'ai un Tipeee. Et n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween 2023. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Cauchemardez bien mes petites goules.